Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Un cérémonial à minima, mais des traditions respectées. L'épidémie n'aura pas empêché la France de commémorer l'armistice du 8 mai 1945, même si gel hydroalcoolique et distance de sécurité auront, vous le verrez, marqué cette année de façon absolument inédite. Vous verrez aussi ce que devront contenir les nouvelles attestations obligatoires à partir de lundi, notamment pour les usagers franciliens des transports en commun, les métros et les bus, boudés par des milliers de Français qui ont déjà trouvé d'autres solutions. Qu'en est-il également des espaces naturels, des forêts ou simples parcs? Le point sur ce qui va rouvrir. À Paris, le cas particulier des bois de Boulogne et de Vincennes a enfin été tranché en fin de journée. Autre espace qui va lui rester étonnamment vide, le ciel. Alors que les aéroports fonctionnent toujours au ralenti, l'armée de l'air en profite pour multiplier les exercices et veiller à ce qu'aucun intrus n'en profite. Et puis nous irons aussi en Angleterre, où de nouveaux livreurs ont fait leur apparition, d'autant plus efficaces sur les trottoirs désormais déserts. Ces robots tout-terrain viennent vous livrer jusque chez vous. Pas de public et du gel hydroalcoolique au pupitre. Le coronavirus s'est donc largement invité au sein des cérémonies du 8 mai, commémoration réduite à leur plus simple expression, même si les symboles ont été préservés. À Paris, Emmanuel Macron avait invité ses deux prédécesseurs et un peu partout, les anciens combattants ont à chaque fois été représentés. C'est la Bougriou et nos correspondants en région. La place de l'Étoile et ses artères sont inhabituellement désertes. Pas de public, ni de tribune, du jamais vu pour un 8 mai. Quand le président salue son Premier ministre, les hochements de tête remplacent les poignées de main. Les précautions sanitaires rythment cette cérémonie inédite. Emmanuel Macron accompagne la gerbe de fleurs sans la toucher. Le glaive qui sert à raviver la flamme du soldat inconnu a été désinfecté. Au pupitre du livre d'or, le gel hydroalcoolique figure en bonne place. Parmi les rares invités, les deux anciens présidents saluaient eux aussi, de loin. Pour certains, difficile de se débarrasser des vieux réflexes. Les seuls militaires présents sont les plus hauts gradés de l'armée française. Et côté porte-drapeau, il y a un seul représentant d'anciens combattants. Vous devez vous sentir bien seul. Ils reviendront dès que les conditions le permettront. Je sais qu'ils sont de cœur avec nous. Lui aussi est porte-drapeau, mais pour la première fois en 30 ans, cet Alsacien doit suivre la cérémonie chez lui. Un crève-cœur, également ici, à Saint-Lô. Ça fait 20 ans que je participe aux cérémonies. Là, c'est la première fois que vous n'y allez pas? Ben oui, Pourquoi vous êtes si attaché à toutes ces cérémonies, à pouvoir y aller en général? mais je suis pas le seul. C'est important. On a des souvenirs qui sont durs. Attention pour les couleurs. Oui. À Avranches, comme dans tout le pays, l'hommage est très réduit. Et même en présence du sous-préfet, la distance physique est difficile à respecter. L'homme est un animal sociable et social. On a tendance à vouloir être proche. Alors on essaye de faire respecter, mais vous voyez, c'est pas facile. À Lille, il n'y a presque que des élus. Ce qui n'a pas empêché un habitant de venir suivre cet hommage sur le trottoir, de loin. Ça ne m'empêchait pas d'être présent, moi. J'y tenais, comme d'habitude, j'ai mis mon drapeau à la fenêtre. Et puis, comme tous les ans, je suis là, présent. Dans à peine plus de 2 mois, la France fêtera une autre date importante, le 14 juillet, avec, si tout va bien, un peu moins de restrictions. Autre information importante de ce vendredi, le contenu des fameuses attestations de circulation dont certains d'entre vous vont avoir besoin à partir de lundi. 2 cas de figure. En Ile-de-France, les usagers des transports en commun devront obligatoirement en présenter une pendant les heures de pointe. Tous ceux également qui circuleront au-delà de la limite des 100 km. Écoutez ces détails rassemblés pour nous par Mathieu Poissonnet et Jean-François Drouillet. Il y a eu la version mars 2020, une attestation unique. Voici la version mai 2020. 2 attestations, l'une pour les franciliens qui partent travailler, l'autre pour tous les Français qui s'éloignent à plus de 100 km de leur domicile. Premièrement, il y avait une première attestation, puis on en refait encore une autre, puis là il y en a encore une autre. On se perd un peu, mais bon. C'est un peu compliqué et en fait ils font que de changer à chaque fois. Au début c'était des attestations normales, après ils rajoutent les heures, ils rajoutent des trucs. Au final, on se perd un peu. Reprenons.
Si vous habitez l'Île-de-France et que vous prenez les transports en commun aux heures de pointe, à partir de lundi, vous devrez présenter cette attestation de votre employeur. Doit y figurer votre nom, adresse, heure d'arrivée et de départ au travail et cachet de votre entreprise. Elle est valable une semaine. 20 000 policiers et gendarmes veilleront à ce que cette règle soit respectée dès le 11 mai. On se prépare au pire. Après, on va s'organiser comme on peut, mais ça va être un petit peu compliqué, je pense, la première semaine. On va garder le même principe qu'actuellement avec les distances, mais en plus avec le contrôle des masques dans les trains et aux abords de la gare. L'autre attestation concerne les déplacements lointains pour motif impérieux. Car dès lundi, il est interdit de quitter son département et de franchir la barre des 100 km à vol d'oiseau, au grand désespoir des habitants de la presqu'île du Cotentin. Alors pour moi, le calcul des 100 km, c'était une mauvaise nouvelle. Nous, on est entouré de la mer dans le département de la Manche. Les Corses peuvent aller partout. C'est-à-dire je peux aller à Bastia, je peux aller à Ajaccio, à vol d'oiseau, je peux aller à Bonifacio. Et les Vendéens vont pouvoir prendre le bateau. Je vais pouvoir enfin aller retrouver mes parents, les amis à l'île-Dieu, et donc ça va faire du bien, au moral. Ces nouvelles règles de déplacement sont valables au moins jusqu'à la fin du mois. Et c'est probablement la plus grande source d'inquiétude de ce déconfinement. Comment se protéger dans un bus ou une rame de métro? Comment arriver à rester à distance des autres usagers? Bonsoir Yanni. Bonsoir. Alors vous allez tenter de nous expliquer quel risque il y a dans les transports en commun, quel risque de contamination? Il y a principalement deux risques. D'abord, tout ce qui se passe dans l'air. D'après une étude récente, on sait que si une personne contaminée éternue, on peut retrouver des particules de virus suspendues dans l'air jusqu'à 3 heures après. Ces études sont réalisées en laboratoire. On ne sait pas vraiment si dans un autre environnement, ces particules sont forcément contaminantes et aussi longtemps. Mais ça représente tout de même un risque dans un espace contaminé comme les transports en commun. Voilà pourquoi le masque y est obligatoire et voilà pourquoi il faut respecter ces distances de sécurité. D'après la SNCF, pour pouvoir maintenir ces distances, le nombre de passagers en région parisienne ne devra pas dépasser 10 à 15% du flux habituel, ce qui fait environ 600 000 personnes par jour. Au-delà, on considère que les gens seraient trop rapprochés les uns des autres. Yanni, on le sait, les usagers vont être aussi très réticents à toucher la moindre surface. Oui, ça c'est le deuxième risque, car on sait aussi que d'après les études, en laboratoire, on voit que des particules de virus peuvent vivre jusqu'à 3 jours sur du métal ou sur du plastique. Il faut donc toucher le moins de choses possible dans les transports. Et si vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte ou de vous accrocher à une barre, faites-le avec un mouchoir ou en tout cas portez du gel hydroalcoolique avec vous pour vous laver immédiatement les mains. Sachez que la RATP nettoie les poignées et les barres 2 fois par jour et d'ici le mois de juin, toutes les stations parisiennes seront équipées de distributeurs de gel hydroalcoolique. Merci beaucoup Yanni pour ces précisions. Alors face à toutes ces incertitudes, ils sont nombreux, vous allez voir, ceux qui ont tenté de trouver d'autres solutions, à pied, à vélo ou en voiture. Les loueurs de véhicules à 2 ou 4 roues ont été assaillis ces derniers jours. Reportage Antoine de Pressigou, Didier Pereski et Alexandre Godin. Ces images suffisent à vous donner des sueurs froides. Cette barre vous angoisse. Vous faites peut-être partie des Français qui éviteront à tout prix les transports en commun lundi. Nathalie est de cela. Au niveau de la voiture, vous la nettoyez, il n'y a pas de souci. Tout est désinfecté, toutes les poignées, le volant, le tableau de bord. Cette habituée du bus et du métro a décidé de louer une voiture, 39 € la journée. À partir de lundi, elle devra se rendre une fois par semaine sur son lieu de travail. Comme ça, ressortir avec la foule, j'ai même peur de faire des crises d'angoisse. C'est un budget qu'il va falloir, dirons-nous, tenir compte dans le mois. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a la sécurité. Et pour tous ceux qui craignent de rester bloqués dans d'éventuels bouchons, le salut pourrait bien venir du vélo. Plusieurs villes ont décidé d'augmenter le nombre de pistes cyclables d'ici lundi. 12 km de plus à Lyon, 15 à Lille et 50 à Paris. Ici, le marquage en jaune qui montre bien qu'on est sur un aménagement provisoire. Ça a été fait en une seule nuit, c'est-à-dire que c'est du mobilier qui a été posé ici à même le sol et qui coûte peu cher. Si ça marche bien, on peut le garder tel quel et pourquoi pas peut-être effectivement ensuite le pérenniser par des aménagements plus lourds. Et les premiers cyclistes croisés sur cette nouvelle voie seront bien présents lundi pour la reprise.
C'est sûr que là, si j'ai l'option de rester en vélo et d'esquiver les transports au maximum, évidemment que je garde le vélo. Ouais. Le nombre de ces vélos en libre service va également augmenter. C'est le combienième vélo que vous réparez? Dans cet atelier de réparation, les techniciens n'ont jamais arrêté le travail. On avait avant le confinement environ 16 500 vélos sur le terrain. Notre objectif, c'est que lundi, le 11 mai, il y ait 19 000 vélos sur le terrain. C'est un record pour le système Vélib. La star du moment, c'est la trottinette électrique. Ici, les ventes ont augmenté de 50%. L'atelier de réparation est saturé. Avant le confinement, chaque technicien réparait 6 trottinettes par jour, plus de 10 aujourd'hui. On a beaucoup d'appels en ce moment de gens qui souhaitent faire réviser leur trottinette ou réparer leur trottinette pour pouvoir aller au travail. Ce chef d'entreprise envisage même de recruter des employés supplémentaires pour faire face les prochaines semaines. Autre sujet majeur d'inquiétude, la réouverture des écoles. Alors ces derniers jours, on a beaucoup parlé des contraintes très lourdes qui devront être mises en place pour maintenir les élèves à distance les uns des autres. Mais le plus grand défi, et vous allez le voir, beaucoup plus basique. Par endroits, se laver les mains risque de ne pas être aussi simple. Le manque de points d'eau toucherait une école sur 4 en France. Louise Marcy, Guillaume Aguerre, Marine Marc et Sébastien Maloiseau. Fuite, manque de savon, cabinets cassés. Les toilettes de certaines écoles affichent un état déplorable. Selon cette étude menée au début de l'épidémie, 25% des écoles primaires n'ont même pas suffisamment de lave-mains pour tous leurs élèves. Une situation que déplorent de nombreux parents. 4 lavabos pour se laver les mains quand vous avez 400 élèves, c'est impossible à gérer. Donc la problématique, c'est qu'on se retrouve pris de court parce que rien n'a été anticipé, ne serait-ce que sur cet aspect d'hygiène collectif et donc individuel. Et ça, les familles le savent. Pour respecter le protocole sanitaire imposé par le gouvernement, certaines écoles ont donc dû se mettre à niveau. C'est le cas de cet établissement, situé près de Brest. Les lavabos de primaire n'étant pas suffisants sur l'établissement, nous avons décidé d'utiliser ce nouveau local, du coup, pour mettre des nouveaux points d'eau. Donc là, il y aura un nouveau point d'eau ici et puis un autre de ce côté. Dans cette autre école suffisamment équipée, on va tout de suite se positionner voilà, pour être sûr qu'on a le bon espace. Dernier préparatif avant la rentrée lundi. Pour éviter les contaminations, il faut absolument imposer des distances par différents moyens. En condamnant un robinet sur 2, également pour les sanitaires, en condamnant un sanitaire sur 2, pour nous assurer que les enfants ne pouvaient pas être en contact les uns avec les autres. Certains maires ont déjà décidé de ne pas rouvrir les écoles de leur commune. Les conditions sanitaires requises n'étaient pas réunies. Venons-en maintenant à l'accès aux espaces verts et c'est probablement là que se situe la plus grande reconquête de liberté de ce déconfinement. Les forêts, elles, vont, vous le savez, rouvrir partout en France. C'est plus compliqué en revanche pour les parcs. À Paris, le destin des bois de Boulogne et de Vincennes a aussi été tranché, enfin, cet après-midi. Sander Rendez-Adret et Alexandre Godin. Fini le tour de son pâté de maison. Bonne nouvelle pour tous les randonneurs. Dès lundi, vous pourrez varier les paysages de vos promenades. Bien sûr, il faudra respecter quelques règles. Distanciation physique, promenade en groupe uniquement si vous êtes moins de 10. Le tout dans un périmètre de 100 km autour de votre domicile. Les chemins côtiers sont eux aussi autorisés, c'est la règle. Seuls les préfets peuvent décider d'exceptions pour des sentiers réputés très fréquentés. Voilà près de 2 mois que vous êtes privé d'un bol d'air à l'ombre des arbres. Les barrières, on les a installées dès le premier jour et depuis, elles n'ont pas bougé. Lundi, l'ensemble des bois et des forêts de France sera accessible, y compris les forêts urbaines, comme ici à Meudon. Pour le maire, rouvrir est une question de bon sens. Si on prend l'exemple de Meudon, qui développe une surface de 1000 hectares, la forêt représente 500 hectares. Et donc vous voyez bien qu'à partir du moment où on supprime la moitié de la surface de la commune, évidemment on concentre la population sur un espace qui devient aujourd'hui trop réduit dans le cadre du déconfinement. Le préfet vient de le confirmer, même les bois de Vincennes et de Boulogne rouvrent. Ces joggeurs parisiens seront de nouveau dans la légalité. Mais les sports collectifs, même en petit nombre, y restent interdits. Dans les squares et jardins, les herbes commencent à devenir folles. Ça fait 2 mois que je fais le tour. Et je regarde avec envie les fleurs pousser. Ils seront ouverts en zone verte, fermés en zone rouge. Les rares habitants des jardins parisiens vont pouvoir roucouler encore tranquillement. Est-ce qu'il y a une petite frustration à voir ces jardins publics fermés? Ah, il y a une énorme frustration. Du mauvais côté des grilles, la décision fait débat.
On est en zone rouge, donc du coup il faudra attendre encore un moment. On n'a pas non plus le droit de trop se relâcher, j'ai l'impression. Les gens peuvent aller dans les supermarchés où il y a la queue et où les rayons sont assez encombrés. Et les endroits où on pourrait respirer sont fermés. Il ne reste plus qu'à attendre et espérer que change la couleur de son département pour enfin pouvoir se mettre au vert. Autre espace au cœur d'un bras de fer entre les maires et les préfets, les plages. Et à ce sujet, voilà une image qui va faire envie aux millions de Français qui vivent en bord de mer à Barcelone en Espagne. Les habitants peuvent désormais s'y rendre de 6h à 10h pour se baigner. Mais attention, il est strictement interdit de bronzer sur sa serviette. C'est ce qu'on appelle la plage dynamique. Et c'est exactement ce que proposent de nombreux élus du littoral français. Des élus particulièrement remontés cette semaine en Bretagne, qui soulignent que la mer n'est pas qu'un loisir pour touristes, c'est aussi leur lieu de vie. Reportage dans le Finistère d'Antoine Magnan et Pierre-François Vatras. Et si cette plage, aujourd'hui déserte, ouvrait au public dans 72 heures? C'est en tout cas le souhait du maire de Saint-Pabu, et il a déjà pensé à tout. L'arrêté qu'on va proposer à la préfecture pour pouvoir réouvrir dès lundi, il sera mis ici à l'entrée de la plage. Elle va réouvrir de 6h à 22h. On va aussi mettre un panneau avec tous les gestes barrières à respecter. C'est important pour nous qu'on réussisse cette réouverture des plages afin qu'elle soit pérenne et qu'on puisse avoir de l'activité touristique cet été. Après les annonces gouvernementales hier, le préfet pourra autoriser l'ouverture de ces plages sur demande des maires. Par exemple à Saint-Pabu, on souhaite réouvrir. Cet après-midi, c'est donc une première séance de travail entre une quinzaine de maires et le préfet du Finistère qui pose les premiers principes. Moi je vous propose qu'on se mette d'accord, par exemple, pas d'alcool sur la plage. Les premières indications sont plutôt encourageantes pour les élus. Pratiquer un sport nautique, se balader ou encore s'allonger sur une serviette, tout cela devrait être autorisé par la préfecture. Il ne faut pas partir du principe qu'on est là pour tout encadrer, dire aux gens comment il faut poser leur serviette, en long, en large, en carré, etc. Ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir dire aux gens, voilà ce qui ne sera pas possible. Les amoureux du littoral se réjouissent, mais aussi les commerçants situés en bord de plage. Pour nous, ce serait évidemment une bonne nouvelle. On travaille en front de mer, on la voit, mais on ne peut pas y toucher, donc c'est toujours frustrant. Je pense que le public attend vraiment aussi de pouvoir remettre les pieds dans l'eau. Ce week-end, les élus et les services de l'État devraient travailler d'arrache-pied pour permettre à certaines communes bretonnes d'ouvrir leurs plages dès lundi. Allez, on va maintenant faire un point sur le calendrier des prochaines semaines qui n'est pas simple entre les départements rouge et en vert. Il n'est pas tout à fait le même. Bonsoir Garance. Bonsoir Anne-Claire. Alors, quelles sont les grandes étapes de ce déconfinement? On va commencer par lundi, en toute logique. Qu'est-ce qui va rouvrir? Alors, on va commencer déjà par ce qui rouvre pour tout le monde. D'abord, tous les commerces, du magasin de vêtements au salon de coiffure, les bibliothèques, les médiathèques, les cimetières, les forêts. Tout ça, vous y aurez accès, quelle que soit la couleur de votre département. Pour les parcs, les jardins, là, ce sera possible que si vous êtes en vert, pas si vous êtes en rouge. Ensuite, pour les écoles primaires, les maternelles, les centres de loisirs, les plages, les grands centres commerciaux, là, ce n'est plus une question de couleur, mais de décision du maire ou du préfet. Ils peuvent choisir de les rouvrir ou non. Il faut donc se renseigner localement. Et au niveau du 11 mai, quelles sont les autres dates à retenir? Alors, à partir du 11 mai, il faut surtout retenir que tout se conjugue au conditionnel. Le 18 mai, possible retour des collégiens dans les classes, mais seulement les élèves de 6e et des 5e et seulement dans les départements verts. Le 2 juin, possible réouverture des bars et des restaurants. Ça, c'est très attendu, mais là aussi, ce sera possible uniquement dans les départements verts. Et qu'est-ce qui se passe pour tout le reste alors? Les cinémas, les théâtres, les grands musées, les salles de concert, les salles des fêtes, les salles de sport. Attention, ça continue. Les piscines, les parcs d'attractions, les zoos, les cures thermales. Eh bien pour tout ça, c'est encore la grande inconnue. On espère avoir une réponse d'ici la fin du mois de mai. Merci beaucoup Garance pour tous ces détails. Et puis tout dépend, on l'a bien compris avec vous, de l'évolution de l'épidémie, des chiffres surveillés jour après jour et qui continuent de baisser. Le nombre de malades en réanimation est passé hier sous la barre des 3000 patients. Il est aujourd'hui, vous le voyez, de 2868. L'épidémie continue donc de ralentir. Des hôpitaux moins saturés et des futurs malades diagnostiqués le plus vite possible. C'est à cette condition seulement que l'épidémie ne repartira pas à la hausse. Hier, le ministre de la Santé a confirmé les 700 000 tests par semaine, chiffre difficile à vérifier. Et après des semaines de pénurie, si le matériel est désormais disponible, ce sont les bras qui manquent cruellement sur le terrain. Mathilde Véron et Olivier Stambach.
Dorian, 19 ans, est venu prêter main forte à ce laboratoire qui analyse des tests de dépistage du Covid. Tout juste sorti de l'école, le jeune homme ne sera officiellement diplômé qu'à l'été. Son employeur fait pression pour qu'il puisse l'être plus vite que prévu. Actuellement, n'ayant pas le diplôme, j'ai accès qu'à des postes d'aide technique, voire de technicien. Je pense que je serais plus utile si mon diplôme était reconnu. Car les besoins sont criants et ne devraient faire qu'augmenter. Ici, le nombre de dépistages va doubler la semaine prochaine. Le laboratoire ne manque pas de matériel, mais de bras qualifiés. Sur notre site, on voulait recruter 30 personnes. On a déjà recruté une dizaine de personnes. On a besoin vraiment de faire appel au recrutement externe pour pouvoir absorber à la fois l'activité classique que nous réalisons tous les jours et aussi le dépistage des Covid. Pour atteindre les 700 000 tests par semaine, les laboratoires et les hôpitaux n'auront sans doute pas assez de moyens humains et devront compter sur la médecine de ville, habilitée à prélever des patients. On a eu une petite formation avec le laboratoire sur la bonne utilisation de l'écouvillon. Cet infirmier travaille déjà 13 heures par jour, 7 jours sur 7. La semaine prochaine, son emploi du temps sera encore plus chargé. Ce sont des tests qui n'ont pas besoin d'être à jeun. On va les décaler au niveau des horaires. On va les mettre dans des horaires où, à ce moment-là, on était censé manger ou prendre une pause ou prendre du temps. Et ben on va châter tout ça pour faire les tests, oui. Pour faire face à la demande, les médecins de ville devraient aussi être davantage sollicités. Encore faut-il qu'ils soient protégés. Et cette protection-là, ça a été la grande débrouille, à part les masques FFP2 qui nous ont été fournis à raison de 6 par semaine. Hein. Donc si on fait des tests, il faudra vraiment regrouper ces tests-là de façon à ne pas mélanger avec les autres patients. Les médecins généralistes seront chargés de faire remonter à l'assurance maladie le nombre de personnes testées positives. C'est des visières qui nous ont été absolument... Et c'est un médecin convaincu de la nécessité de diagnostiquer rapidement les futurs malades qui est notre invité ce soir. Bonsoir Ronny Broman. Vous avez été pendant longtemps président de Médecins sans frontières. Vous avez souvent été confronté sur le terrain aux épidémies. Est-ce que la France est prête pour ce déconfinement? Ce que nous vivons depuis 8 semaines n'est tellement pas dans notre culture française. Non, mais enfin c'est dans la culture de personne. C'est une situation inédite, on n'a pas de précédent, donc personne ne peut se prétendre préparé dans de telles circonstances. C'est radicalement nouveau et comme votre reportage et les commentaires qu'on a entendus le montraient, il va falloir beaucoup d'ajustements. C'est une opération extrêmement complexe. Je pense simplement, vous rappeliez que j'étais partisan des tests diagnostiques, je suis partisan surtout d'une meilleure connaissance de la cinétique de l'épidémie et pour cela, il fallait des enquêtes épidémiologiques beaucoup plus fines, beaucoup plus précises que ce qui a été réalisé. Ça permettrait, je crois, d'ajuster de manière beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus rationnelle, les rigueurs qui seront inévitables de toute façon du déconfinement. Donc il ne s'agit pas, on parle souvent de culture, vous utilisiez le mot, je pense qu'il s'agit aussi de transformation des habitudes, des usages, plutôt que de transformation culturelle, et on l'a vu dans d'autres pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, ou en Corée, ou à Taïwan, on a vu à quel point l'expérience des épidémies précédentes avait entraîné, on a vu ce qu'elles avaient entraîné comme modification des usages, des rapports interindividuels. Donc ça, je crois que c'est possible, mais de toute façon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose de progressif, de lent. Ronny Broman, vous dites aussi qu'au-delà des tests et des masques, l'adhésion de la population aux mesures décrétées par les gouvernements est un élément essentiel pour combattre une épidémie. Oui, en effet, l'adhésion, ça signifie la confiance. On adhère à des programmes d'action, à des mesures autoritaires, lorsqu'on a confiance dans la sagacité de ceux qui les énoncent. Or, vous rappeliez la question des tests et des masques. Or, on a commencé dans un immense cafouillage sur cette question des masques et des tests. Et ce cafouillage avec des contre-vérités énoncées par des gens qui auraient dû au contraire expliquer que la pénurie était existante, qu'ils n'en étaient pas entièrement responsables, mais que tout allait être fait
pour remédier à cette situation regrettable. À la place de ça, on dit que ça sert à rien, que c'est même éventuellement dangereux. Dans ces conditions, on torpille la confiance qu'au contraire, on devrait construire. Donc la confiance, c'est un processus qui se poursuit, qui se construit, ça ne peut pas se décréter. Or, c'est un ingrédient immatériel mais essentiel pour obtenir des modifications de comportement qui, elles-mêmes, sont les gages d'une lutte qui réussit contre l'épidémie. Merci beaucoup, Rodi Broman, pour votre analyse. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Voilà maintenant une injustice qui vient d'être réparée. Après les soignants, c'est au tour des employés des EHPAD de bénéficier d'une prime. Le gouvernement l'a annoncé hier, il va leur verser entre 1 000 et 1 500 €. Une reconnaissance qui est la bienvenue après des semaines extrêmement difficiles dans ces établissements. Je vous propose d'écouter les témoignages recueillis à Metz par Guillaume Gruber et Julie Roth. Il a été aux petits soins pour les résidents de son EHPAD. Voilà, je vous ai ramené un café. Habib, aide-soignant, filmé ici par ses collègues, a dû redoubler d'efforts pendant les semaines de crise dues au coronavirus. Oui, on ne compte pas ses heures, ça c'est vrai, même des journées supplémentaires carrément. On se dit qu'on délaisse sa famille pour en soigner en fait des membres d'une autre en fait. C'est plus d'implication en fait du point de vue de la vocation de l'aide-soignant ou de l'infirmière. Pour lui, comme pour tous les personnels des EHPAD, le gouvernement va accorder une prime de 1 500 €. Une reconnaissance, selon Cristal, cette infirmière percevra la même somme que celle déjà accordée dans les hôpitaux. Ça valorise le travail qu'on a fait. Ça nous motive, ça fait du bien. On n'est pas un service de réanimation, mais il y a quand même 80 résidents. 80 résidents, c'est lourd quand on a des urgences qui ne font pas partie de notre quotidien en EHPAD. Cet établissement a déploré 15 décès sur 110 résidents. Les personnes âgées ont été mises à l'isolement. Pour M. Rago, 92 ans, cette prime, c'est le moindre des remerciements. C'est un travail monstre qu'ils ont fait. Il faut se mettre à leur place. Ils doivent être fatigués. Ils pourraient recommencer un petit peu plus tard à leur donner une prime comme ça, parce que vraiment, ils méritent. Le gouvernement veut verser cette prime à tous dans les EHPAD, qu'ils soient publics ou privés. Cette prime elle est importante, il faut bien dire que ça représente un 13e mois pour une aide-soignante, donc c'est tout simplement énorme. Voilà, elle est la bienvenue, nous on n'aurait pas pu la verser individuellement. Cette prime devrait être accordée dans les prochaines semaines. Elle représente un effort financier supplémentaire de 700 millions € pour l'assurance maladie. Regardez cette image à présent, des dizaines d'avions au sol rangés à perte de vue sur les parkings de l'aéroport de Roissy. Le trafic aérien a chuté de 90% en Europe. Pourtant, la surveillance du ciel est une question plus que jamais d'actualité et c'est notamment l'armée de l'air qui s'en charge, l'armée qui en profite même pour intensifier ses entraînements dans cet espace aérien étonnamment vide. Ils ont doublé ces dernières semaines. Henri Dreyfus, Gaël Charnet et Clément Biet. La réactivité. Voici l'une des caractéristiques de ceux qu'on surnomme les policiers du ciel. Ok, gauche-droite, ça terre. Oxygène normal. Ce matin, c'est un exercice. Mais moins de 10 minutes après l'alerte, le Mirage 2000 du capitaine Nicolas décolle de la base aérienne d'Évreux. Objectif, intercepter tout appareil au comportement anormal. Un risque détecté ici, à plusieurs centaines de kilomètres, dans les tréfonds de cette base aérienne lyonnaise. À 130 mètres sous terre, l'armée assure la police des airs. De quelle nationalité? Un espagnol qui va vers le PGE apparemment. Mais on a son plan de vol. Depuis le début du confinement, et malgré la réduction drastique du trafic aérien, comme le prouvent ces cartes, l'armée reste sur le qui-vive. C'est pas parce qu'il y a moins d'appareils qu'il faut baisser la garde, bien au contraire. Nous sommes encore plus vigilants parce que dans cette période un peu anxiogène, les conséquences d'une attaque aérienne pourraient être désastreuses. Le nombre de décollages des avions de chasse a d'ailleurs été multiplié par 2. À chaque fois le même but, faire respecter la souveraineté de l'espace aérien français et assurer la défense du territoire, y compris en temps de confinement. Avoir l'occasion de voler, oui, on est privilégié, il faut le reconnaître. Pour nous, ça ne change rien, la mission reste la même et au contraire, il ne faut jamais baisser la garde, donc il faut qu'on reste prêt. Ça a marché nickel. Bon, bah, très bien, impeccable. L'armée de l'air profite en effet de cette période pour mener des entraînements
impossible à réaliser d'habitude, notamment aux abords des principaux aéroports du pays. Du fait que le trafic civil soit très réduit, on a justement la possibilité d'aller s'entraîner pour escorter des avions qui pourraient faire l'objet de piraterie ou de détournement aérien. L'année dernière, les policiers du ciel ont décollé à 210 reprises pour des situations jugées anormales. À l'étranger, une image qui nous vient des États-Unis, image étonnante des casinos de Las Vegas qui se sont transformés en banques alimentaires. Vous le voyez, chaque semaine, la file d'attente de voitures se fait un peu plus longue, alors que le pays compte désormais 33 millions de chômeurs. Mais dans ce contexte d'épidémie, c'est une autre affaire qui fait la une des journaux américains ces dernières heures. Une vidéo glaçante montrant un homme noir abattu en pleine rue par deux hommes blancs. La justice a mis des semaines à arrêter les auteurs de ce meurtre. Il aura fallu la diffusion de ces images insoutenables pour faire réagir les autorités. La correspondance d'Amandine Atalaya et Mathieu Derrien. Voici les deux hommes arrêtés hier soir, un père et son fils, inculpés pour le meurtre de ce jeune Afro-Américain après la parution de cette vidéo terrible. Ce jeune homme en t-shirt blanc fait son jogging quotidien dans une banlieue calme. Mais deux hommes ont décidé de le poursuivre. Ils l'attendent dans un pick-up blanc. Ils sont armés d'un revolver et d'un fusil. Le jogger tente de les contourner. Il lutte avec l'un de ses assaillants. Il essaie de lui arracher son fusil, mais tout cela en vain. La vidéo dure 28 secondes en tout. Le jogger s'effondre au sol. Il est mort. On voit et on entend 3 coups de feu dans cette vidéo, ce qui montre clairement l'état d'esprit du tireur. Il voulait tuer Ahmaud Arbery. Le père est un ancien policier. Avec son fils, ils étaient convaincus que le jeune homme noir était responsable de plusieurs cambriolages dans le quartier et qu'il était, je cite, en train de se pavaner. Les faits se sont déroulés en Géorgie, un État historiquement ségrégationniste. Les deux suspects sont restés libres pendant 2 mois. Désespéré, l'avocat de la famille de la victime a rendu la vidéo publique il y a 3 jours. Elle a déclenché une immense vague d'indignation dans le pays. C'était un assassinat. Beaucoup dénonçant un crime raciste impuni. C'est une histoire très triste. J'attends un rapport complet. Vous avez vu la vidéo? Non, je ne l'ai pas vue. Les deux suspects sont en prison depuis hier soir et la justice locale doit maintenant expliquer son inaction pendant des semaines. Revenons maintenant en France avec cette décision de justice qui montre combien la reprise du travail risque d'être compliquée après Amazon. C'est au tour de Renault de se faire rappeler à l'ordre par la justice. Un tribunal a ordonné la fermeture de l'usine de Sandouville pour vice de procédure dans la mise en place des mesures de sécurité. Une décision qui, vous allez le voir, divise les syndicats. Marie Demarque, Léa Caboche. Lundi, à l'heure du déconfinement, les portes de cette usine Renault resteront fermées. Ce qui était prévu également lundi, c'est qu'on accueille 700 intérimaires. La production de véhicules utilitaires avait pourtant repris depuis 10 jours, mais la justice vient d'ordonner la suspension de l'activité. L'interrogation des salariés aujourd'hui, c'est comment on va être indemnisé à compter du lundi 11, puisqu'effectivement, l'indemnisation au titre du chômage partiel finissait donc cette semaine, et puis satisfaire aussi nos clients, de peur qu'ils aillent à la concurrence qui, elle, est déjà en route. Que s'est-il passé pour en arriver là? Pendant plusieurs semaines, la direction demande aux syndicats de définir un protocole sanitaire avec un médecin du travail. Mais la CGT n'y participe pas et attaque, car à Sandouville, les convocations ont été envoyées par email et non en courrier recommandé comme le veut la règle. Il y a des problèmes de procédure qu'on a soulevés, mais c'est d'abord un problème sanitaire. Le principal problème aujourd'hui qu'on rencontre à Sandouville comme dans l'ensemble de l'industrie, c'est que les mesures de protection sanitaire ne sont pas suffisantes pour protéger la santé des travailleurs. La justice demande donc à Renault de tout recommencer. Pour Force ouvrière, qui compte presque autant d'adhérents que la CGT à Sandouville, des efforts avaient pourtant été faits pour sécuriser le retour au travail. Les salariés ne comprennent pas cette décision qui ne reflète pas la réalité de ce qui se passe à l'usine. Même son de cloche chez la direction de Renault. La décision du tribunal ne remet pas en cause le référentiel sanitaire défini par Renault qui entend faire appel. Pour l'instant, aucun autre site n'a fait l'objet de poursuites judiciaires chez Renault. Toutes les usines de la marque aux losanges avaient signé le même accord début avril pour reprendre le travail.
Et puisqu'on parle d'économie, un chiffre à présent. Il y a aujourd'hui en France plus de 12 millions de salariés au chômage partiel. Un dispositif que le gouvernement avait mis en place de façon très large pour éviter les licenciements. Mais il a aussi décidé à partir de la semaine prochaine d'instaurer des contrôles. Il s'agit d'identifier les entreprises qui touchent cette aide et continuent pourtant à faire travailler leurs employés. François-Xavier Ménage et Sylvain Roland. Stéphane travaille dans l'informatique. Dès le début du confinement, son patron lui demande de poursuivre son activité, même si officiellement il est au chômage partiel et n'a donc pas le droit de travailler. À quoi ressemblait ce chômage partiel? C'est une semaine de travail assez habituelle, de l'ordre de 39 heures par semaine, quelque chose comme ça. Vous avez alerté vos employeurs au bout de combien de temps et qu'est-ce qu'on vous a répondu? On m'a répondu, je ne crois pas au projet, on va survivre si on arrête toutes les opérations pendant 3 mois, mais demander à ses employés de travailler en les faisant payer par l'État, je trouve ça juste inadmissible. Donc c'est ce contre quoi je me suis insurgé. Et en plus, c'est pas que l'aspect argent public qui me dérange, c'est aussi toutes les charges patronales et sociales qui ne sont pas versées à l'État. Et je trouve ça simplement choquant. Stéphane était en période d'essai. Ses patrons ont mis fin au contrat. Des témoignages de salariés évoquant des abus manifestes, nous en avons recueilli plusieurs. Celui-ci parle d'un directeur lui demandant explicitement de travailler à 100% pour soutenir l'entreprise. Cet autre salarié évoque son entreprise en chômage partiel, où lui et d'autres sont obligés de travailler soit en télétravail, soit sur des chantiers. Des cas de fraude, cette avocate en reçoit de plus en plus ces derniers jours. Le droit pénal est clair, pour l'employeur, c'est un délit de faux. 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 € d'amende. Si on va un petit peu plus loin, on a le délit pour travail dissimulé. À ce moment-là, au civil, c'est 6 mois d'indemnité de salaire pour le salarié qui est concerné. C'est jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 375 000 € d'amende. Un salarié payé par l'État, pour certains patrons, c'est tentant. Au début du confinement, Fabrice poursuit son travail sans savoir qu'il est en chômage partiel. Son employeur met volontairement 15 jours avant de l'annoncer. Il me dit que je vais me retrouver au chômage partiel dans une logique je dirais, d'économie. Et moi, sincèrement, je me suis dit, bon bah, soit, je vois pas de... Enfin, un peu comme tout le monde, encore une fois, la situation, on la découvre, donc j'ai pas vu mal et très rapidement, ça a été corrigé de toute façon. Erreur volontaire ou non, dès la semaine prochaine, l'État va faire le gendarme. Dans cette note interne, on découvre que les contrôles aléatoires vont avoir lieu partout en France, notamment dans le secteur du BTP, des services administratifs et dans les sociétés de conseil. Avec une logique pour l'État, récupérer l'argent public perçu de manière indue. On va pouvoir demander aux employeurs, par exemple, les bulletins de salaire pour croiser, vérifier que tout est cohérent. Et puis parfois, ce sera des contrôles sur place. Donc on ira dans l'entreprise, on écoutera l'employeur, on écoutera les salariés et leurs représentants pour établir les faits. Pour le chômage partiel, l'État a mis sur la table plus de 20 milliards d'euros et désormais de nombreux contrôles. Voilà maintenant des travailleurs infatigables, mais pas très loquaces. Cette épidémie a souligné combien les robots ont pris davantage de place dans nos vies. En Angleterre, vous allez le voir, une ville du nord de Londres se félicite particulièrement d'avoir embauché une armée de livreurs à 6 roues. Reportage Nathalie Hérault et Brigitte Garambois. Croiser un robot sur la route, un trottoir, au détour d'une rue. Dans cette petite ville au nord de Londres, rien de plus normal. Ce sont en fait des livreurs, version high-tech. On a reçu une commande ce matin pour l'un de nos clients sur notre application. Dans cette supérette de quartier, Harvey vient de recevoir une commande sur son portable via une application. Il fait donc les courses à la place du client qui, lui, n'a pas besoin de se déplacer. Ensuite, on va récupérer les produits, ça peut être du pain, du lait, des bananes. Une fois les courses terminées, Harvey déverrouille le robot grâce à son portable. Voilà, on peut déposer le sac tranquillement. 20 produits, c'est le maximum. Est-ce que la demande a augmenté? Ah oui, il y a une augmentation massive depuis le coronavirus. En pole position, 15 minutes plus tard... C'est bon, il s'est arrêté ici. La commande de cette maman, faite il y a 1 heure, vient d'arriver. Bonjour, voici votre livraison. Avant le coronavirus, la famille n'utilisait pas le robot. Mais tout a changé. Aujourd'hui, ils se font livrer presque quotidiennement. Un service facturé 2 €. C'est sécurisant parce que le robot vient chez nous. Donc, une fois qu'on rentre, on a juste à se laver les mains et c'est bon, pas besoin de porter un masque comme lorsqu'on va dans un magasin. Ni une ni deux, notre livreur repart. Beaucoup de travail.
et quelques progrès à faire. Pas tout à fait R2D2, même si la technologie est au point. C'est ce que nous explique Andrew Curtis, responsable de ces robots. Le robot a plusieurs détecteurs et caméras tout autour de lui. Avec son GPS, il sait où il se trouve. Il peut aussi voir les obstacles sur sa route et changer de direction ou s'arrêter par précaution. Pour l'instant, c'est une première au Royaume-Uni, mais ces livreurs du futur pourraient devenir la norme. En Inde, ils apportent du gel et des masques. À Singapour, ils désinfectent, car la demande explose. De nombreux magasins nous contactent pour qu'on élargisse nos services, surtout en ce moment, avec les gens qui ne peuvent pas acheter leurs produits. Devant cette supérette, ils font déjà l'unanimité. C'est génial! Excellente idée! Si j'habitais ici, je l'utiliserais. Mais ces robots ont aussi des détracteurs. Certains piétons estiment qu'ils empiètent sur la chaussée. Les livreurs, les coursiers, eux, les considèrent comme une concurrence grandissante. Et si nos habitudes de consommation vont, à n'en pas douter, se métamorphoser, certaines pratiques du passé, elles, font leur grand retour. 75 ans après son invention, l'hygiaphone connaît une nouvelle jeunesse. Symbole du guichet à l'ancienne, il s'impose aujourd'hui comme un élément essentiel à la réouverture des commerces. Gaëlle Charnet et Quincy Russell. Auriez-vous imaginé cela il y a encore quelques semaines? Faire la queue à la pharmacie, chez le marchand de journaux, face à des comptoirs en plexiglas, comme au temps des hygiaphones. Il y avait les trous pour que la personne entende ce que vous disiez, parce que maintenant dans les magasins, il faut parler fort, parce que c'est carrément une grande bande de plastique. On revient à l'ancien temps. Car les guichets sont avares dans les gares transformées en salles d'attente. Ces fameux guichets, nés en 1945, après une épidémie de grippe qui contamine des milliers d'agents SNCF. Faudra qu'entre nous je casse le plexiglas. Des comptoirs bunkers, synonymes de bureaucratie, dénoncés dans les années 70 par une génération qui réclame la fin d'un monde aseptisé, un déconfinement. Parlez dans l'hygiaphone. T'as pas besoin de sonner, demande à l'interphone. 75 ans plus tard, les voilà donc de retour, relookés, et tout le monde se les arrache. Les librairies, des hôtels, des cabinets médicaux. Cette PME spécialiste du plastique n'aurait jamais pensé en produire 250 par jour. C'est un produit qui n'existait pas il y a seulement 2 mois et nous avons répondu à la demande du marché. Du chef d'entreprise qui espère le retour de ses salariés en télétravail, dans les bureaux. Avec ce type de barrière, on va pouvoir les refaire travailler ensemble dans les meilleures conditions. À cette mairie qui, grâce à son guichet flambant neuf, va pouvoir rouvrir ses portes au public dès lundi. On est revenu avec des plaques en plexiglas un peu plus modernes que ce qu'on a pu connaître il y a 50 ans en arrière, mais qui sont toujours d'une efficacité prouvée. Une course au cloisonnement même artisanal. Et des Français qui vont désormais devoir s'habituer à parler dans l'hygiaphone. Allez, justement, comme tous les soirs, il est temps de vous donner la parole. Aujourd'hui, ce sont 2 artistes qui nous racontent leur confinement et ils n'ont pas perdu leur temps. Quentin Fichet et Jean-François Joanne. Moins on jette, plus on crée. C'est le leitmotiv de Christophe. Il nous a envoyé ces images de son atelier niçois. Depuis la mi-mars, le comédien partage des tutos sur Internet. On va fabriquer du son avec une paille. L'objectif de mes vidéos, on part de nos poubelles pour créer une forme d'art utile. Et ça, c'est plutôt génial. Alors, il y a de plus en plus de gens qui me contactent sur les réseaux, YouTube, Facebook, pour me demander des trucs du genre « Est-ce que je suis vraiment obligé de défoncer mon aspirateur pour fabriquer une flûte ?» Voilà, c'est pas plus dur que ça. Les gens se mettent vraiment à le faire. Je trouve ça incroyable. De la musique système D, ingénieuse et accessible. Jean-Yves, lui, est luthier. Sa spécialité, la conception de guitares électriques. Alors là, on se dirige vers l'endroit où je me suis retranché depuis le 13 mars, à la fermeture des écoles. C'est vraiment dommage. Son atelier est désormais au fond du jardin. Tout ce travail, je le réalisais avant le confinement à l'atelier que j'occupais tous les jours.
et qui se situe chez mes parents. Alors j'ai fait le choix de ne plus y aller pour ne pas avoir de contact avec eux. Les commandes n'ont pas diminué, mais ils gèrent maintenant sur un même lieu, travail et enfants. On va faire l'exercice numéro 6, page 127. Ouf. Oh, bah, j'avais mis un marque-page. Ouf. C'est devenu un quotidien, on a une sorte de routine qui s'est installée assez millimétrée quand même. Jean-Yves et Christophe se sont adaptés. Depuis chez eux, ils continuent de créer chacun à leur manière et restent inventifs. Et pour s'évader, certains, on vient de le voir, ont choisi la musique, d'autres ont décidé de faire l'école buissonnière. Et puisqu'on ne peut plus se promener dans la rue à sa guise, eh bien ils sont passés par les toits. Ceux de Paris réservent d'ailleurs bien des surprises, comme l'ont constaté Sébastien Renouille, Bertrand Lachat et Floriane Pellet. Confinés, ils se dirigeaient vers leur espace vital. Comme des scaphandriers regagnant la surface. Nous les suivions. Merci. C'est dément. Ouais, c'est toujours aussi magique, en fait, on s'en lâche jamais. Romain, Paul et Célia sont des toiturophiles. Sans notion d'escalade spécifique, mais loin d'être des débutants, près de 60 monuments à leur actif, ils arpentent les toits de Paris. Sans bruit, pour le plaisir et le glissement d'un pas, un certain goût pour l'interdit en cette période de restriction des déplacements. Pourquoi vous faites ça? Pour la vue déjà, mais aussi pour le côté inédit. Le côté interdit, est-ce que si ça serait autorisé, je le ferais? Je sais pas. Je suis dehors alors que tout le monde est confiné. Pas forcément malin, Mais c'est beau. mais c'est beau. Beau comme la courbe d'une coupole, l'ocre des cheminées ou le brillant des tuiles du quartier de Passy, dont l'architecture 19e se mêle aux formes contemporaines. C'est les nouveaux bâtiments qui ont pris vie, ça et là, au milieu des bâtiments haussmanniens. Et ça, c'est la première fois que vous le voyez d'ici? C'est la première fois que je le vois d'ici. Surtout que j'ai le vertige, donc c'était pour moi un challenge aussi de me dire, allez on essaye, je vais tenter de le faire. Défier les lois de l'équilibre pour la beauté du geste. J'étais sous l'émerveillement de voir Paris différemment, avec un peu d'auteur, du silence, une belle vue à contempler. Ces gens qui sont confinés, ils font plus attention au bruit, ils sont plus derrière leurs portes, ils sont plus aux aguets, on va dire. Et ce matin-là, des policiers affables vinrent interrompre notre balade sur la crête d'un toit. Le temps de saisir des instants de vie et de s'imaginer au-dessus de Paris. 70 km² de toiture, un territoire classé dont les rues comme des veines mènent au cœur de la ville. Des monuments et des faubourgs cachés. Pour sonner, tirez très fort sur la bobinette. Bon, alors on se serre pas la main, hein. Voilà. Au fond d'une cour d'un ancien quartier d'artisans dans le 11e arrondissement, Camille nous ouvre son lieu de confinement et celui-ci est étonnant. Sur son toit, un jardin sauvage et pourtant créé après la découverte de cet atelier d'ébéniste il y a 40 ans. Je sortais par une lucarne, je me suis rendu compte que c'était pas tant l'atelier qui était intéressant, mais le toit. Et petit à petit, je l'ai aménagé. Ensuite, j'ai demandé un permis de construire pour faire la terrasse. Et puis, je me suis étendu et j'ai tout végétalisé. Dès qu'on propose quelque chose, la nature suit. Elle suit le rythme des saisons. Sur le zinc, une trentaine d'espèces profitent de la pluie, du soleil et du vent parisien. Bon, ça, c'est un rosier que je recommande, qui s'appelle Kew Garden. C'est une églantine, mais qui fleurit 4, 5, 6 fois par an, ce qui est extraordinaire. C'est un olivier de Bohême, celui-ci, cet arbre-là. Il sent extrêmement bon, il résiste bien au froid. Voilà, des rosiers. Les rosiers sont très en avance. Il faut dire que le temps est fantastique en ce moment. Ça fait mieux passer le confinement. Et alors le clou, c'est là-haut? C'est un petit belvédère, oui. On y va. En cette période de confinement, le belvédère offre une vue singulière au sens exacerbé.
On est quand même dans des moments où la sensibilité, elle est vraiment très très forte. Et du coup, on voit ce qu'on ne voit pas quand on passe plus rapidement dans des espaces verts. Et là, on assiste au printemps en direct. Il niche au creux des arrière-cours, derrière les murs en pierre de taille et le long des arcades. Il s'exprime jusque dans les lieux les plus inattendus. En cet après-midi, le hall de ce grand magasin habituellement grouillant attend à petits pas sa réouverture dès lundi. Mais au dernier étage se trouve un jardin vertical. C'est le plus grand d'Europe, 1200 mètres carrés. Des murs tendus de chanvre et de laine de mouton offrent aux plantes un berceau idéal. Elles n'attendent pas la fin du confinement. Donc là, on a des belles tagettes mandarines déjà en fleurs. On cherche un petit trou, on la met comme ça et on tasse pour qu'elle soit bien cosy. Saul, responsable d'un ensemble d'épiceries fermées en ce moment, est venu prêter main forte. Une expérience. J'ai appris à me réconcilier avec un rythme que j'avais un peu perdu dans mon immeuble, puisque à Paris, évidemment, pas de jardin, pas de balcon, etc. On a pas mal de coccinelles déjà. Des plantes vivaces, aromatiques, des abeilles et une vue. Quelle est la vue que vous préférez ici? Alors moi j'aime beaucoup la vue sur l'hôtel de ville. Même en dehors des périodes de confinement, c'est vrai que ces espaces-là sont assez magiques. On y trouve une forme de silence, d'autres bruits. Et l'oiseau, vers où s'envole-t-il? Il longe les corniches haussmanniennes. Les cheminées enchevêtrées glissent au bord des lucarnes pour se poser sur un balcon. L'espace n'est pas affaire de dimension. Jeanne, vous l'aimez bien ce balcon là? Oui, je l'aime bien ce balcon. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il est un tout petit espace de rêve, finalement. Depuis peu, le rêve de Jeanne a pris l'aspect de ses chaussons. Au début du confinement, j'ai envoyé des vidéos dedans à mon père, qui est médecin, dans l'Est de la France. Et j'avoue que j'étais en souci pour lui. Donc je me suis dit, comment je peux l'aider? Je vais lui envoyer des petits moments d'évasion comme ça. Cette intention intime est devenue publique. Le soir, elle danse pour ses voisins. Au même instant, les toits s'animent, ils deviennent des nids d'aigles. Et les balcons ressemblent à la proue d'un navire regagnant après un long voyage son port d'attache. Il se mue en estrade de DJ pour clubs virtuels et planétaires. Au-dessus de Paris, Jeanne et son compagnon inventent le film d'un déconfinement libre de tout mouvement. Il faudra attendre sans doute. Espérer en silence. Un glissement sur le fil des tuiles. Et petite précision, marcher sur les toits est non seulement très dangereux, mais aussi totalement interdit. Voilà, c'est la fin de ce journal. Sur LCI Canal 26, vous pourrez tout à l'heure suivre le discours de la reine Elisabeth II à l'occasion de ce 8 mai. Sur TF1, Koh-Lanta, bien sûr. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI Canal 26.